Pendant des années, on nous a dit que 2020 était une exception, un accident historique, un événement unique qui ne se reproduirait plus jamais. Mais ce que très peu de gens comprennent, c'est que ce n'était pas le problème, c'était un avertissement. Aujourd'hui, sans annonce d'officiel ni gros titres alarmistes, les grands supermarchés commencent à nouveau à limiter les produits essentiels. Non pas par panique, mais parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Des documents internes, des données logistiques et des décisions silencieuses pointent tous vers la même chose. 2026 ne sera pas une répétition de 2020, ce sera quelque chose de bien plus long, plus profond et plus difficile à gérer. Nous ne parlons pas de semaines de pénurie, mais de mois. Dans cette vidéo, vous n'entendrez pas de théorie, mais des signaux réels qui apparaissent déjà. Produit par produit, secteur par secteur, vous comprendrez pourquoi le système commence à se tendre et surtout comment anticiper sans peur, sans achat compulsif et sans dépendre de la réaction tardive des autres. Vêtements et chaussures de base, la dernière chose à laquelle personne ne s'attend. Les vêtements semblent abondants, mais une grande partie de cela dépend d'une production lointaine, d'une main-d'œuvre bon marché et d'un transport constant. Lorsque cette équation cesse de fonctionner, les prix augmentent et la disponibilité diminue. Ce qui disparaît en premier, ce n'est pas la mode, mais l'essentiel. Des chaussures solides, des sous-vêtements, des vêtements durables. Les entreprises privilégient ce qui rapporte le plus de marge et réduisent dans l'essentiel. Le résultat est un marché rempli d'options coûteuses ou de mauvaise qualité. Quand vous avez besoin de remplacer quelque chose de basique et qu'il n'y a pas d'alternative accessible, vous réalisez que ce type de pénurie ne se résout pas rapidement. S'habiller et se protéger du climat n'est pas un luxe. Et pourtant, c'est l'un des aspects les moins préparés dans la plupart des foyers. Papier toilette et essuie-tout, cette fois c'est structurel. Pour beaucoup, parler de papier toilette évoque des souvenirs inconfortables de 2020. La différence maintenant est fondamentale. À l'époque, le problème était la panique. Aujourd'hui, c'est la capacité de production. Plusieurs usines ont fermé définitivement. Ce n'est pas une pause temporaire, c'est une réduction réelle du système. Moins d'usines signifie moins de marge de manœuvre en cas de tension. Même s'il n'y a pas d'achat massif, le simple fait que la demande augmente un tant soit peu génère déjà une pénurie. Ces produits ne périment pas et occupent de l'espace, oui, mais ils représentent aussi une certaine stabilité. Quand même quelque chose d'aussi basique commence à avoir des limites, ce n'est pas une anecdote. C'est un signe clair que le système ne fonctionne plus avec une marge suffisante. Les huiles de cuisson, le goulot d'étranglement mondial. L'huile est l'un de ces produits si courants que presque personne ne la considère comme vulnérable. Pourtant, c'est l'un des plus exposés à l'instabilité mondiale. Une grande partie de l'huile de tournesol dépend de régions en conflit. Celle de soja est liée à des récoltes de plus en plus irrégulières, en raison de sécheresses extrêmes. L'huile de palme est confrontée à des restrictions commerciales, et l'huile d'olive connaît plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes. Ce qui était autrefois compensé par les importations fait maintenant défaut de toutes parts en même temps. Quand les supermarchés commencent à limiter les bouteilles d'huile, ce n'est pas par panique, mais parce qu'ils savent que le réapprovisionnement sera de plus en plus lent et cher. L'huile ne sert pas seulement à cuisiner, c'est une source essentielle de calories et de conservation des aliments. Quand elle devient chère ou rare, c'est tout le système alimentaire qui en pâtit. Il ne s'agit pas ici de remplir les garde-manger sans discernement, mais de comprendre que dépendre d'un seul type d'huile est une erreur dans un monde où toutes les chaînes sont tendues simultanément. Matériel scolaire et de bureau, l'effondrement silencieux. Pendant des années, nous avons tenu pour acquis que les fournitures scolaires et de bureau seraient toujours disponibles. Papier, stylo, cahier, encre d'imprimante. Tout semblait bon marché, abondant et facile à réapprovisionner. Mais la réalité est que la plupart de ces produits dépendent d'une fabrication lointaine et d'un transport constant. Lorsque les coûts logistiques montent en flèche, la première chose que font les entreprises est de réduire les gammes peu rentables. Cela signifie moins de variété, moins de stock et des limites par client. Les plus touchés sont les écoles, les enseignants et les familles qui doivent acheter en gros. Le problème n'est pas que tout disparaisse d'un coup, mais que chaque année, il y a moins d'options et plus de restrictions. Quand le moment de vraiment en avoir besoin arrive, il est déjà trop tard pour réagir. La pénurie ici n'est pas dramatique, elle est progressive, et c'est précisément pourquoi elle passe inaperçue jusqu'à ce qu'elle devienne un vrai problème. Les fournitures d'urgence, quand tout le monde arrive trop tard. Chaque fois qu'il y a une alerte météo ou une panne de courant,
c'est la même chose. Les lampes de poche s'épuisent, les radios disparaissent, et les bonbonnes de gaz, eh bien, elles n'existent tout simplement plus dans les rayons. La différence maintenant, c'est qu'on n'achète plus seulement pour une tempête ponctuelle, mais pour un sentiment général d'incertitude. Et cela, bien sûr, bouleverse toutes les prévisions de stock. Les fabricants ne peuvent pas produire d'un coup des milliers d'unités supplémentaires, et les supermarchés n'ont pas la marge de manœuvre pour réagir. Quand la limite par client apparaît, ce n'est pas pour éviter les abus, c'est parce qu'ils ne savent plus quand ils pourront se réapprovisionner. La vraie préparation ne se fait jamais dans l'urgence. Soit on le fait avant, soit on ne le fait pas. Dans ce contexte, les fournitures d'urgence cessent d'être une option et deviennent une assurance de base face à un système de plus en plus instable. La petite électronique, quand le bon marché n'existe plus. Quand on parle de pénurie technologique, la plupart des gens pensent aux gros appareils, mais la véritable fragilité se trouve dans les petits objets, les câbles, les chargeurs, les adaptateurs, les batteries externes. Ce sont des produits avec des marges minimales et une énorme dépendance aux composants importés. Dès que les coûts augmentent ou que des droits de douane apparaissent, ils ne sont plus rentables. Les entreprises ne les priorisent pas et les expéditions sont drastiquement réduites. Le résultat est curieux. Les appareils existent, mais vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'il manque une pièce essentielle. Quand un câble est abîmé et qu'il n'y a pas de remplacement, le problème ne semble pas grave jusqu'à ce qu'il affecte tout le reste. Cette pénurie ne fait pas les gros titres, mais elle paralyse des systèmes entiers. Le petit est le premier à disparaître, et le dernier que les gens pensent à acheter. L'hygiène personnelle, quand le basique ne l'est plus. Dentifrice, shampoing, déodorant. Des produits qui, pendant des décennies, ont toujours été disponibles, commencent à montrer des limites discrètes. Non pas parce que les gens achètent plus, mais parce que leur production est devenue plus chère et plus complexe. Beaucoup d'entre eux nécessitent des produits chimiques spécifiques, des emballages particuliers et de longues chaînes logistiques. Quand l'un de ces éléments fait défaut, la production est réduite. Le résultat n'est généralement pas une disparition totale, mais une réduction constante des options et des quantités. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'ils sont déjà touchés. L'hygiène personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité quotidienne. Et précisément pour cette raison, quand elle n'est plus stable, l'impact psychologique est important. Anticiper ici ne signifie pas accumuler sans discernement, mais éviter de dépendre du dernier moment pour quelque chose qui fait partie de la routine quotidienne. Les œufs, le signal précoce. Les œufs sont toujours l'un des premiers produits à montrer que quelque chose ne va pas. Ils sont bon marché, présents dans tous les foyers et dépendant d'une chaîne de production extrêmement fragile. Pendant des années, la grippe aviaire a été un problème ponctuel, saisonnier, quelque chose qui apparaissait en hiver et disparaissait ensuite. Ce n'est plus le cas. Les nouvelles variantes affectent les oiseaux toute l'année et obligent à sacrifier des millions de poulets en quelques jours. Quand cela arrive, il n'y a pas de moyen rapide de récupérer la production. Des mois s'écoulent avant qu'une ferme ne redevienne opérationnelle. Le résultat est toujours le même. Des limites par client, des prix qui s'envolent et des étagères vides. Les œufs ne sont pas seulement pour le petit déjeuner. Ils sont la base d'une énorme quantité de recettes, du pain à la pâtisserie. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent à manquer, l'impact se multiplie. La clé ici n'est pas d'accumuler des cartons frais qui se gâtent rapidement, mais de comprendre que ce produit agit comme un thermomètre. Quand les œufs commencent à manquer, cela signifie que le système est déjà sous pression. La nourriture pour animaux de compagnie, la pénurie que personne ne voit venir. Les animaux domestiques dépendent entièrement de nous, et pourtant, leur alimentation est souvent l'une des premières choses que l'on considère comme acquise. La nourriture humide pour chiens et chats est doublement touchée. D'une part, le même problème d'aluminium qui affecte les conserves destinées aux humains. D'autre part, la pénurie et l'augmentation du coût des protéines animales. Quand il y a moins de viande disponible, la priorité est toujours la consommation humaine. Ce qui reste, qui est traditionnellement utilisé pour la nourriture animale, est réduit. Les marques réagissent en réduisant les gammes et en privilégiant les formats secs, car ils sont moins chers à produire et à transporter. Le problème est que tous les animaux ne peuvent pas s'adapter facilement à ces changements. Pour beaucoup, surtout les plus âgés ou ceux ayant des problèmes de santé, ce n'est pas une option réelle. Lorsque les restrictions commencent dans cette section, ce n'est pas un hasard. C'est un signe précoce que les fabricants ajustent déjà leur production. L'eau et la filtration, la base de tout. Peu de choses révèlent la fragilité du système aussi rapidement qu'un problème d'eau. Il ne faut pas un effondrement majeur, une contamination locale suffit,
une panne ou, une sécheresse prolongée. Quand l'eau potable manque, tout le reste perd de sa valeur. On ne peut pas cuisiner, on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas maintenir l'hygiène. La plupart des gens dépendent à 100% du bon fonctionnement de leur robinet. Cette confiance absolue est dangereuse. La filtration et le stockage de l'eau ne sont pas des sujets extrêmes, ce sont des besoins fondamentaux dans un monde où les infrastructures vieillissent et les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents. Ici, il n'y a pas de substituts improvisés. Sans eau potable, tout autre plan s'écroule en quelques heures. Les surgelés, quand l'électricité devient un problème. Pendant des années, on nous a fait croire que le congélateur était la garantie ultime de sécurité alimentaire. Et c'est vrai, tant que l'électricité est bon marché, stable et constante. Le problème, c'est que ce n'est plus garanti. Les aliments surgelés ne manquent pas en raison d'une pénurie de produits, mais à cause des coûts énergétiques. Maintenir une chaîne du froid de l'usine au supermarché exige une électricité ininterrompue. Quand les prix de l'énergie augmentent ou que le réseau devient instable, les produits surgelés ne sont plus rentables. Dans certains pays, on a déjà vu des supermarchés éteindre leurs congélateurs parce que ça coûte plus cher de les maintenir que ce qu'ils rapportent en vendant les produits. De plus, toute coupure de plusieurs heures transforme des tonnes de nourriture en déchets. Fonder toute votre sécurité alimentaire sur un système qui dépend à 100% du réseau électrique est un pari risqué. Le congélateur peut être un atout, mais il ne devrait jamais être la seule solution. Médicaments sur ordonnance, quand il n'y a pas de substitut. S'il y a une catégorie où la marge d'erreur est nulle, c'est bien celle-ci. De nombreux médicaments essentiels dépendent de principes actifs fabriqués à l'étranger. Pendant des années, le faible coût a été privilégié au détriment de la sécurité de l'approvisionnement. Et aujourd'hui, les conséquences commencent à se faire sentir. Les pharmacies qui n'avaient auparavant aucun problème reçoivent des avis d'allocation limités. Les personnes habituées à recevoir des médicaments pour plusieurs mois n'obtiennent désormais un approvisionnement que pour quelques semaines. Ce n'est pas une décision arbitraire, c'est une façon de répartir la pénurie. Le véritable danger ici est psychologique. Les gens croient pas qu'ils pourront toujours renouveler leur traitement comme d'habitude. Lorsque cette routine est brisée, l'impact est immédiat. Il n'y a pas de plan B pour beaucoup de médicaments. Ils ne sont pas substitués par un autre produit du supermarché. La clé n'est pas d'accumuler sans contrôle, mais de comprendre que la planification médicale et la communication avec les professionnels seront de plus en plus importantes dans un système qui ne fonctionne plus normalement. Le lait infantile, un système qui n'a jamais été réparé. Le lait infantile n'est pas un produit comme les autres. Quand il manque, on ne parle pas d'inconfort ou d'ajustement dans les achats, on parle d'une urgence réelle. Le plus inquiétant est que le système qui a échoué il y a quelques années est resté quasiment le même. La production est concentrée entre très peu d'entreprises et dans très peu d'usines. Cela signifie que tout problème, une contamination, une défaillance technique, une catastrophe naturelle ou même une cyberattaque peut éliminer d'un coup une énorme partie de l'approvisionnement. Il n'y a pas de redondance, pas de matelas. Malgré le traumatisme vécu par des milliers de familles, aucune alternative solide n'a été créée. Aujourd'hui, on constate déjà des pénuries de formules spéciales, celles qui ne peuvent pas être facilement substituées. Les supermarchés le savent, et c'est pourquoi ce produit est souvent l'un des premiers à être soumis à des limites. Se fier au fait qu'il y aura toujours du stock est une illusion dangereuse. La formule infantile n'admet ni improvisation ni substitution de dernière minute. Ici, l'anticipation n'est pas une exagération, c'est une responsabilité. Les conserves, la crise invisible de l'aluminium. L'une des plus grandes erreurs lorsqu'on analyse les pénuries futures, c'est de ne penser qu'à la nourriture. Souvent, le problème n'est pas l'aliment, mais son emballage. Les conserves dépendent de l'aluminium, et l'aluminium entre dans une crise mondiale silencieuse. Les restrictions d'exportation, la flambée des coûts énergétiques et une production de plus en plus concentrée font qu'il y a moins de boîtes disponibles, même lorsqu'il y a des produits à mettre dedans. Cela provoque quelque chose de très dangereux, l'illusion de normalité. Vous voyez des champs qui produisent, des usines qui fonctionnent, mais les étagères restent vides parce qu'il n'y a pas assez d'emballage. Lorsque des limites apparaissent sur les conserves, ce n'est pas parce que les gens achètent trop, mais parce que le réapprovisionnement n'est plus fiable. Le risque ici est de dépendre exclusivement des boîtes de conserve comme solution à long terme. La vraie résilience passe par la diversification des formats
et la compréhension que l'emballage peut être aussi critique que le contenu. Produits de nettoyage. Sans produits chimiques, pas d'hygiène. Derrière chaque détergent, chaque désinfectant et chaque nettoyant, il y a une chaîne chimique complexe qui dépend de quelques fournisseurs mondiaux. Quand l'un de ces maillons flanche, le produit final disparaît. Contrairement à la nourriture, le nettoyage ne génère généralement pas d'alarme immédiate, mais son absence se fait vite sentir. Sans produits de base, maintenir des conditions d'hygiène devient beaucoup plus difficile, surtout dans les foyers avec des enfants ou des personnes âgées. Les marques le savent, et c'est pourquoi elles réduisent les formats, les concentrations et la distribution. Les limites apparaissent de manière irrégulière, pour ne pas attirer l'attention, mais le message est clair. Il n'y a pas de capacité pour couvrir les pics de demande. Apprendre à ne pas dépendre d'une seule marque ou d'un seul type de produit devient essentiel dans un environnement où le chimique est de plus en plus rare et plus cher. Tout cela ne mène pas à un effondrement soudain, mais plutôt à quelque chose de plus complexe et plus difficile à gérer. Une érosion constante du système. Il n'y aura pas un jour précis où tout disparaîtra, mais une succession de petits manquements, des limites silencieuses et des décisions inconfortables. 2026 ne sera pas pire que 2020 parce qu'il manquera quelque chose de spécifique, mais parce que beaucoup de choses manqueront en même temps, plus longtemps et avec moins de marge de réaction. La bonne nouvelle, c'est que le comprendre à l'avance change complètement votre position. Se préparer, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais d'anticiper. De ne pas dépendre du fait que tout fonctionne parfaitement dans un monde qui ne le fait plus. Ceux qui commencent maintenant ne seront pas en compétition le moment venu. Ils vivront simplement normalement pendant que d'autres essaieront de réagir trop tard.